7h-10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Bonjour Arthur de Vatrigan. Bonjour Maud. Vous avez écouté l'interview de Guillaume Pelletier ? Non. Non ? C'est bien ? Bah oui, c'était pas mal. Faudra la réécouter sur notre chaîne YouTube. Hop, autopromo. Non, mais j'ai écouté la fin, mais pas le début. Ah, bon, on en reparlera. Aujourd'hui, vous allez nous parler de Rachida Dati. Mais pourquoi donc ? Et pourquoi pas ? Bah oui, vous avez raison. Non, mais parce que c'est vrai qu'en ce moment, elle est quand même pas mal, Rachida. Rappelez-vous, à son arrivée à la tête du ministère de la Culture, beaucoup, notamment à droite, se frottaient les mains. Pour connaître qu'après Rima Abdul-Malak, l'ancienne ministre de la Culture, même un lama unijambiste aurait pu faire l'affaire. Mais là, Rachida, elle pousse quand même un peu le bouchon loin, quoi. Alors, elle discute de levrette sur Skyrock, en parlant de Gérard Larcher. Elle annonce le doublement de chorégraphes hip-hop pour diriger le Centre national chorégraphique d'ici 2026 au Parlement. Donc, pour tous ceux qui couinaient comme des moutons le jour de l'Aïd à l'annonce de sa nomination comme figure du proue de virage à droite de la Macronie, les voici bien rassurés. Les autres peuvent remettre leurs espoirs dans le placard à balai. En entendant, Dati a réussi ce qu'elle sait faire de mieux, à savoir le buzz. Une stratégie bien rodée qu'elle a mis en place dès le début de son arrivée, comme son passage dans une émission de rap ultra populaire, chez les 12-18 ans, c'est ce qu'on me dit, diffusée en direct sur Twitch et sur laquelle la crème de la scène hip-hop francophone défile sans sourciller de Freezy Corleone à Danzo. Pour rappeler, Freezy Corleone, là, le type un peu chelou avec les islamistes. Bref, la communauté rap dénonce l'attitude des responsables de l'émission qui, je cite, trahissent le rap en s'abaissant à convier une ministre ex-Sarkozy, qui plus est, le scandale suprême lorsqu'on sait à quel point Sarkozy en son temps cristallisait toute la haine des tenants de la culture dite urbaine, et de l'autre, la droitosphère qui s'indigne qu'une ministre puisse s'afficher aux côtés d'islamistes et de voyous potentiels. Et Rachida, en entendant, elle se frotte les mains. Elle a gagné de haute volée ses galons de ministre de la Culture. Car ce qu'il faut bien comprendre, cher Maud, c'est que le ministère de la Culture, c'est pas un ministère comme un autre. En fait, c'est même pas un ministère. Et ça, Rachida l'a super bien compris. C'est une vitrine de la démocratie en exercice. Donc, à la limite, une institution métapolitique conçue par De Gaulle comme un instrument de valorisation d'un certain rayonnement national, mais aussi malheureusement comme un os à ronger concédé à la gauche. À droite, nous, on va s'occuper du régalien, l'économie, des choses sérieuses, puis la gauche, là, c'est une espèce de punk à caniche, et on va leur filer la culture, comme ça ils vont arrêter de nous emmerder. Donc il n'en reste pas moins que la création du ministère des Affaires culturelles, qui s'appelait comme ça à l'époque, correspond à une séquence précise, celle de l'après-guerre, les 30 Glorieuses, et de la nécessité d'incorporer les arts vivants comme le patrimoine à un effort national. Car la culture, sorte d'identité monstrueuse destinée à rappeler la toute-puissance des démocraties occidentales, devient un instrument de pouvoir sans précédent. On cesse de le subir encore aujourd'hui. C'est le soft power américain qui est alors à son apogée. Alors, vous voulez dire que le ministère inventé par De Gaulle avait pour objectif de proposer un contre-pouvoir à la culture américaine ? Vous êtes vraiment brillante, c'est fou, exactement ça. Ah ouais. C'est... Rappelez-vous André Malraux, vous étiez pas né, moi non plus. Dans son discours d'intronisation, il distingue déjà une conception soviétique de l'art pour tous, et une conception démocratique, l'art pour chacun. Mais ironiquement, le destin technolibéral de l'expression artistique se chargera de brouiller les repères et la distance entre ces deux pôles. L'avènement de l'informatique, l'accession du peuple à la majorité des outils de création numérique, va se charger bien vite d'instaurer un nouveau soviétisme, non seulement l'art pour tous, mais aussi l'art par tous. Alors là, avec l'IA, je vous raconte pas le bazar. Pour les gouvernements qui succèdent, c'est un véritable exercice d'équilibriste à faire. Il faut continuer à agréger le mythe national de la culture, tout en défendant et en promouvant l'exercice individuel de la création. Donc à l'intersection de cette globalisation technologique de cette culture, libéralisée à outrance, et de la double religion socialiste et progressiste qui mousse désormais au pied des démocraties occidentales, c'est bien l'avènement d'une gauche molle, d'une gauche culturelle, dépolitisée, mais persuadée de combattre le mal à coups d'agit-prop, qui va germer peu à peu en France et en marge du pouvoir. Alors entre Malraux et Druon, toi, ton ministre de la Culture, on peut pas dire qu'ils étaient l'un comme l'autre l'incarnation de la gauche culturelle. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la culture s'inscrit de fait dans l'opposition à l'ordre moral canonique. Et Maurice Druon et André Malraux, lorsqu'ils sont nommés ministres de la Culture, incarnent l'ordre moral et symbolisent une émanation du pouvoir qui s'invite dans le monde culturel. Pour eux, ils voient ça comme des squatteurs. Ah oui. Nommé par Pompidou en 73, Druon annonce la couleur directe. Il dit que l'on ne compte pas sur moi pour subventionner avec l'argent du contribuable les expressions dites artistiques qui n'ont d'autre but que de détruire les assises de notre société. Bon, raté. Pour toute une autre jeunesse qui a fantasmé la sédition, le combat culturel sur les barrages de 68, l'affront évidemment total, et une pluie de pétitions s'abattra sur le pauvre Druon, qui racontera par la suite qu'on venait désormais au ministère, je cite, avec une sébile dans la main et un cocktail Molotov dans l'autre.
Alors, heureusement pour eux, le monde de la culture, les années 80 arrivent super vite avec le duo diabolique Mitterrand et Lang. Et les artistes engagés abandonnent le cocktail Molotov pour la Sibyle. Alors, la force du duo autocratique Lang-Mitterrand, ce fut bien sûr de créer un art officiel de la Mitterrandie, une culture capable de s'étendre dans toutes les pratiques et dans toutes les dimensions, mais c'est surtout un énorme champ d'action pour le clientélisme. Jacques Lang utilise sans vergogne la pratique du saupoudrage, c'est-à-dire que l'État arrose de subventions la moindre parcelle de culture, du plus petit théâtre de campagne jusqu'à la grosse machine parisienne, et sans privilégier la première d'ailleurs sur la seconde. Le langisme est donc un clientélisme. Exactement. Avec Lang, se met en place un véritable État-providence culturel avec son fonctionnariat, sa mécanique interne. Donc la culture, si vous voulez, ça devient une profession, un métier de masse, même un métier sous tension, comme on dirait aujourd'hui. Tout est culture, et donc forcément, plus rien n'est d'art. Hmm. Tout le monde est créatif, donc plus personne n'est artiste. La preuve, comme le montrait récemment un article de Libé, les travailleurs de l'art, comme on les appelle, sont légion, ils tirent la langue, forcément, après avoir été arrosés de subventions, l'État-providence se montre vite à court de ressources, salariés du marché. C'est le problème quand on prêche dans des salles vides, on est subventionné, mais quand les caisses de l'État sont vides, on se retrouve à poil. Aujourd'hui, la Maison des artistes regroupe pas moins de 100 000 écrivains, 22 000 graphistes, 26 000 photographes et 12 700 plasticiens qui tous réclament une mise en place de la continuité des revenus pour sortir de la précarité. C'est quand même une belle armée de chômeurs, tout ça. Et une paupérisation qui montre bien les lacunes du système Lang, un soviétisme inadapté aux contraintes du marché, de l'art, et notamment à l'ère de sa numérisation. Comme le faisait remarquer l'universitaire Françoise Benamou en 2006, donc ça date un peu déjà, et qui faisait état des grands chantiers à prévoir pour s'adapter à un secteur en pleine mutation, et donc notamment la culture, entre élargissement du champ de la gratuité et augmentation drastique du mécénat privé. Ouais. Donc elle disait qu'en fait, si vous voulez, que le ministère de la Culture devait être repensé intégralement s'il ne veut pas être condamné à un simple rôle de passeur de plats. Donc là, j'en reviens à Rachida Dati. Elle a complètement compris ce que devait être un ministre de la Culture, c'est-à-dire singer un fantasme collectif, celui de la culture moderne, sans hiérarchie, contre les anciennes d'un art hiérarchisé, avec ses canons de beauté obsolètes et ses génies qui empêchent à la médiocrité de tourner en rond. Et donc c'est pour ça qu'elle a complètement raison de se poser en photo entre deux rappeurs ratés. Donc la gauche, même avec un ministre venant de la droite, sera toujours au pouvoir. Alors, je laisse votre considération sur Rachida Dati qui serait de droite. Ce qui est intéressant, c'est méchant. Alors, chers auditeurs, c'est en pas fait, c'est moi terrible. qui ai mis cette méchanceté dans la bouche de Maud. Elle y est pour rien. Ce qui est intéressant, c'est de voir que la gauche aujourd'hui expliquait que la droite menace son précaré. C'est à la Mm. fois vrai et faux. C'est vrai parce que la gauche est propriétaire des institutions, ça elle les a toujours, mais elle fait plus recette. Ouais. Et les caisses sont vides. Et les gens, c'est pas qu'ils vont plus au théâtre, c'est qu'ils vont voir d'autres théâtres. C'est pas que tu sais plus qu'ils vont voir des films en noir et blanc qui racontent l'histoire de la bourgeoise et du migrante, c'est qu'ils vont voir d'autres films. Mm. Et quand la droite, elle commence à peine à se rendre compte que mener le combat culturel, qui est le grand mot, le Gramsci, c'est une stupidité, c'est pas causer des vieilles pierres, mais c'est être sur le terrain. Mais le vrai terrain, c'est-à-dire aller se taper toutes les bouses et les analyser. Et parce que le terrain, en fait, est miné justement par cet os à ronger que la droite a volontairement donné à ses adversaires. Merci beaucoup Arthur de Vatrigan. Un petit mot peut-être, vous en avez parlé cette semaine je crois dans la matinale de Liselotte Dutreuil, mais un petit mot quand même sur votre nouvelle une. Dien Bien Phu, Oui, c'est absolument. vachement bien ça. Hein. Ah, c'est bien, C'est ouais. top. J'ai pas encore lu. Franchement, et je suis très très fier de cette une. De ce dossier qui est très bien. Bon, alors déjà parce que Dien Bien Phu, on en parle peu. Sinon, dans un petit milieu, et je pense que c'est important de continuer à transmettre Dien Bien Phu, qui était quand même une énorme défaite et une raclée. Mais ce qui est intéressant, je trouve, surtout aujourd'hui, parce que c'est quoi Dien Bien Phu? C'est des mecs de 18 ans qui, alors qu'ils savaient que la cuvette était perdue, qu'ils allaient se faire laminer, sautaient encore. Ils sautaient pourquoi? Un, par esprit de fraternité, de camaraderie, évidemment, et deux, parce que c'était des parents. Et c'est-à-dire qu'ils étaient là où ils devaient être. Ils étaient là où ils devaient être, alors que leurs états-majors étaient, pour être gentil, on va dire qu'ils ont complètement sous-estimé l'effort du Viet Minh et ont stratégiquement tout foiré. Donc ils ont envoyé au casse-pipe, que la politique française les a trahis, que les communistes français, en termes de collaboration des pétinistes, à côté, c'est Barbie. Et puis en plus, c'était à 3000 bornes, donc si vous voulez, tout le monde s'en foutait. Donc ils avaient toutes les raisons, si vous voulez, d'arrêter
et de pas crever dans cette cuvette. Bah, ils l'ont quand même fait. Pourquoi? Bah, parce que si vous, je vais vous donner une image, même quand votre père est con et moche et sale, bah, vous changez pas de père. Vous restez et vous êtes chacun à son rôle. Donc je trouve que c'est une belle leçon à retenir aujourd'hui pour tous ceux qui oui-win sur la France qui est décadente et et nos responsables politiques qui sont mauvais comme des cochons et nous entraînent évidemment dans le mur. Ça, je suis d'accord avec ce constat. Mm. Mais c'est pas parce que la France est dans une période de décadence et que nos élites et nos gouvernants sont mauvais, bah, qu'il faut pour autant épouser une patrie de substitution. Je suis bien d'accord, le message est passé. Merci beaucoup Arthur de Vatrigan. Je rappelle que vous êtes directeur de la rédaction de l'Incorrect. On invite évidemment tous nos auditeurs à trouver, à acheter ce dernier numéro de l'Incorrect et à s'abonner, bien évidemment. Merci. Et alors pas la semaine prochaine parce que c'est les vacances, mais la semaine suivante. Ça, c'est bien les vacances. C'est bien les vacances, hein. C'est Bonne très journée bien. Arthur de Vatrigan.